Ils sont encore trois, ils sont encore là. Les trois rafales français. Joris Daudet, Sylvain André, Romain Maillot. Les Français font 1, 2, 3. Léon Marchand qui est en train de passer Milac. Léon Marchand remporte son deuxième titre. Champion olympique avec un nouveau record olympique. Ça y est, c'est fait, Pauline. Après les désillusions de Londres, de Rio et de Tokyo, Pauline Ferrand-Prévôt, championne olympique de VTT cross-country. C'est la 5e balle de match. C'est celle-là qui compte. L'équipe de France est double championne olympique. Oh, le truc délirant. Le Campus Sport Club, tous les mardis soirs, 23h minuit, sur Radio Campus Lille. Et bonsoir à toutes et à tous, auditeurs et auditrices de Radio Campus Lille. J'espère que vous allez bien, c'est Adrien Fedeli. On se retrouve pour une nouvelle émission du Campus Sport Club en direct jusque minuit pour parler, évidemment, tout est dans le titre, de sport. Une émission où voilà, vache, il y a beaucoup trop de monde dans ce studio là, mais c'est quoi cette folie avec Baptiste, on était habitué à notre rendez-vous du mardi maintenant en intimité. Il est toujours là, Baptiste, il est à ma droite, comment tu vas ? Bah, je vais très bien. Là, on est en plus gros comité. Ça va être sympa. Il y aura un peu plus de débats, je pense. Donc moi, je suis très content d'être là. Encore une fois. J'ai remarqué, attention, j'ai remarqué là, j'ai vu les physiques d'Apollon à côté de toi. Quand t'as dit en gros comité, t'as pas été à me fixer du regard. Je le prends pas très bien, mais tout va pour le... Tu visais pas du tout. Non, bien sûr que non. On est costaud, dira-t-on. Avec nous, oui, on est 2 fois plus, donc c'est très perturbant, mais avec nous pour ce soir, parce que je pense que ça les concerne un peu, surtout l'un des deux, ça va bien le concerner. Guillaume, qui est aussi à ma droite, comment tu vas ? Salut Adrien, bonsoir à tous. Forcément, je pouvais pas louper cette émission très spéciale ce soir, et voilà, de débattre avec vous sur les différentes thématiques. Ouais, débat, c'est peut-être un bien grand mot selon les sujets abordés ce soir. Il n'y a pas beaucoup de débats. Je pense qu'il y aura souvent des consensus, ouais. Peut-être des consensus. Peut-être que Tom, qui est à ma gauche, qui est le 4e mousquetaire du soir, viendra y mettre son grain de sel. Comment il va, mon petit Tom ? Ça va très bien. Content d'être une nouvelle fois de retour. Et spoiler, non, on va bien être tous d'accord, je crois, ce soir. On va être tous unanimes. Mais beaucoup de choses à dire en tout cas. Mais très spécial. Beaucoup de choses à dire. On est sur une fin de saison. On en profite aussi au CSC. On se fait plaisir. On est sur un format très spécial ce soir. On va revenir sur le grand événement qui s'est déroulé samedi soir à Munich. On parle évidemment de la finale de Ligue des Champions. Une finale remportée par le Paris Saint-Germain contre l'Inter Milan, l'Internazionale. Et écoute, on va pouvoir en parler jusque minuit tous ensemble, et puis on va en profiter surtout pour écouter, si je puis me permettre, les premiers mots du soir que j'accorde à Guillaume. Guillaume qui avait un message à faire passer, pas de larmichette, ou peut-être, si, verra-t-on. Guillaume, je te laisse la parole, puisque ce samedi soir, a priori, ce week-end même, t'as particulièrement ému. Faire un billet d'humeur sur le PSG, champion d'Europe. Pour être honnête, j'ai eu beaucoup de mal à écrire ces quelques lignes. Trop d'émotions, trop de souvenirs, trop d'images qui ont défilé dans ma tête ces 72 dernières heures. J'ai d'abord voulu revenir sur l'histoire, les grandes heures du Paris Saint-Germain, celles d'avant l'ère Qatari, celles qui ont forgé l'âme de ce club. Et puis, les douloureuses défaites, comme ce 6 mars 2017, qui restera jamais une cicatrice profonde dans le cœur des supporters parisiens. Mais revenir sur les 55 ans d'existence du club me prendrait bien plus que ces quelques minutes que j'ai à disposition. Donc, comme l'a fait Marquinhos, j'ai fait le choix de mettre en avant certains visages, certains coups de cœur qui ont contribué de près ou de loin à cette soirée magique du 31 mai 2025. Merci d'abord à Amara Diané, sauveur d'un club au bord du gouffre en 2008. Sans son doublé, peut-être que rien de tout cela n'aurait été possible. Merci à Javier Pastore, première étoile de l'ère Qatari, dont le but au Camp Nou symbolisa l'entrée du Paris Saint-Germain dans une nouvelle ère. Merci à Edinson Cavani pour ses buts, son abnégation, et pour m'avoir fait acheter tout jeune, mon premier maillot du Paris Saint-Germain, floqué à son nom. Merci à Thiago Silva,
capitaine courage, pour cette tête rageuse contre Chelsea en prolongation qui m'a offert ma première vraie nuit magique en tant que supporter du Paris Saint-Germain. Merci à Laurent Blanc pour avoir fait rêver le gamin en étant le chef d'orchestre d'une équipe flamboyante. Voir Marco Verratti caresser le ballon, Blaise Matuidi courir pour 3 et Thiago Motta mener le jeu, tous ces éléments m'ont fait aimer le Paris Saint-Germain. Merci à Angel Di Maria et à sa patte gauche de velours pour ses coups d'éclat et ses moments de génie. Et puis, il est temps de saluer aussi les artisans de ce titre tant attendu. Merci à Luis Enrique, l'architecte de ce triomphe, pour avoir ramené l'exigence, la rigueur et cette culture de la gagne qui manquait cruellement à ce club. Merci pour avoir replacé l'institution PSG au-dessus des individualités. Merci à Luis Campos pour avoir construit un effectif équilibré, mêlant talent, jeunesse et caractère. Bien sûr, un mot pour les joueurs. Je n'ai pas le temps de tous les remercier, même si chacun mérite sa part de gloire. Mais je tiens à en mettre en lumière certains, un par poste. Gianluigi Donnarumma, impérial tout au long de la compétition dans les buts, avec des arrêts décisifs qui resteront dans les mémoires. Vitinha, tant critiqué à ses débuts, devenu aujourd'hui l'un des meilleurs milieux de terrain du monde. Ousmane Dembélé, qui a réalisé sous les couleurs du Paris Saint-Germain la plus belle saison de sa carrière et candidat plus que sérieux au prochain Ballon d'Or. Et enfin, comment ne pas remercier Marquinhos, capitaine exemplaire, fidèle entre les fidèles. Il a toujours cru en ce projet, en ce club, en cette ville. 12 ans après son arrivée, il n'entra jamais dans la légende comme le premier joueur du Paris Saint-Germain à soulever la coupe aux grandes oreilles. Merci Paris Saint-Germain. Merci d'avoir réalisé le rêve de millions de supporters. Merci d'avoir réalisé le rêve de gamin que j'avais. Ce n'est pas une fin, c'est un commencement. Rêvons plus grand. Ouais, ça va, ça c'est pas mal. Waouh. Ça va, hein. Waouh. Prenez-en de la graine. Ouais. Je pense qu'on est cloué là. Ouais, ça donne envie de supporter le PSG. Hein, Ouais, pour dire le miracle. C'est fou, hein. c'est fou. Bravo Guillaume pour Merci, t'être bravo. prêté à l'exercice. Guillaume qui s'est aussi livré dans ces quelques lignes avec tant d'années de combat et de galères, comme vous dites. De galère et de combat. De galères et de combat, oui, mais bon. Non, Et vous l'inversez. Sincèrement, Je suis sûr qu'il a fait exprès. Petit débat avant de vraiment démarrer l'émission. C'est vrai que maintenant que la chanson, on se dit que depuis 15 ans, les galères et les combats, à part en C1, plus des masses. Hein. Ouais. C'est vrai. Mais bon, c'est les chants à l'origine, bien sûr, c'est l'histoire du club qui est derrière ces chants. Nous, on va revenir évidemment pour commencer toute cette longue soirée sur cette finale, cette fameuse finale qui s'est déroulée donc à Munich, à l'Allianz Arena. C'était samedi soir, devant 65 000 environ spectateurs. Il y en avait 18 000 attribués au Paris Saint-Germain, plus tous ceux qui arpentaient les tribunes, plus tous les invités, plus beaucoup trop de personnalités publiques, politiques pour les compter, mais beaucoup de Parisiens pour voir, comment appeler ça, une démonstration, une claque, on appelle ça une manita leçon, dans le milieu, c'est une leçon de football. Déjà, ça va être la première question de ce soir. Le Paris Saint-Germain, donc, qui s'est imposé 5-0, qui a soulevé, donc, pour la première fois de son histoire, la Ligue des Champions samedi. Par rapport à ce score, par rapport à la globalité, à l'ensemble de ce match, est-ce que pour vous, c'est le talent des Parisiens qui a rendu cela étincelant, ou est-ce que c'est juste une masterclass tactique de Luis Enrique contre Simone Inzaghi? Qui vous mettez sur votre piédestal? Est-ce que c'est les joueurs sur le terrain, c'est le 11, ou est-ce que c'est les cerveaux derrière ce 11? C'est une très bonne question que tu me poses. Tu vois, hein, très compliqué. Parce qu'on dit consensus, et je vais tout de suite piquer pour un tout petit peu qui est les deux. Ça doit être un mélange des deux. Oui, c'est un mélange. C'est sûr que des c'est un deux, mélange. bien sûr. Mais pour avoir une telle finale, qu'est-ce qui, à votre avis, l'emporte sur l'autre? Moi, je dirais quand même le coach. Parce que il aime bien Luis Enrique. j'aime bien Luis Enrique, mais il faut aussi rendre à César ce qui est à César, et qu'il a transformé cette équipe. Ça faisait plusieurs années que le PSG avait des grosses faillites mentales dans les moments importants, et rien qu'à ce niveau-là, il a donné confiance aux joueurs, et ça c'est quelque chose qu'ont pas réussi à faire les précédents entraîneurs. Il a aussi amené bien sûr sa culture tactique venue d'Espagne, mais après il a eu aussi les joueurs qui ont su écouter ses consignes, mais moi je pense que si le PSG a livré une telle performance, c'est grâce aux 2 années sous Luis Enrique. Oui, c'est pas le travail de 3 semaines
Et comme tu l'as peut-être souligné, peut-être que si on revenait sur ma proposition, en tout cas d'un côté l'entraîneur, le staff, le cerveau, et du côté les jambes, le physique, pour que les jambes fonctionnent aussi bien, c'est que lui a fait un travail de longue haleine. Il est à l'origine en fait de tout. Il est à l'origine, et comme tu l'as dit, c'est l'histoire de la saison européenne du PSG, c'est l'histoire de 2 ans de travail à la tête du club. Et c'est pas trop mal. Vous, 5-0, pas Guillaume, j'ai laissé la parole aux 2 autres peut-être pour commencer. Comment vous avez passé cette soirée-là? Vous étiez dans quelles conditions? Vous regardiez comment? Les sentiments qui vous ont traversés? Parce que faut le dire aussi, donc Guillaume est très Paris Saint-Germain, pas se le cacher. Moi, par exemple, j'ai plutôt une histoire avec l'Olympique de Marseille, mais ça ne m'empêche pas d'être un fada. Je ne viens pas du Sud, je suis pas l'extrême marseillais qui a boudé le match. Au contraire, j'ai vraiment apprécié le football. À côté de moi, Baptiste, c'est plutôt le Lensois, c'est notre nordiste, c'est notre sang et or. C'est l'or dans le sang. Et à ma gauche, plutôt 100 € aussi. Hein. Plutôt 100 €. J'ai pas de calé. Donc, mais j'étais longtemps anti-parisien aussi. Ah ouais. Et je peux dire que par exemple la remontada, c'est peut-être, étant donné que j'étais barcelonais aussi, c'est peut-être le plus beau souvenir que j'ai. Oui. Mais pourtant ce soir, je pense que c'est aussi, ce soir, le match de samedi soir, c'est aussi l'un de mes plus beaux souvenirs, alors que pourtant je suis anti-PSG à l'origine, mais ce que j'ai vu samedi, moi, c'était complètement fou. Ouais, vas-y, détaille-nous un peu ça. Moi, j'ai regardé avec la famille, posé dans le canapé tranquillement. On voit ce début de match un peu fou. On se dit, ok. C'est ça que veut nous proposer ce soir le PSG. On savait de quoi ils étaient capables, mais alors là, en finale. Et d'ailleurs, tu l'as souligné, pour moi, l'un des points forts, c'est d'avoir réussi à amener cette équipe en mode finale, en fait. Parce que, mentalement, cette équipe, elle était venue pour gagner. Et on l'a vu dès le début. Parce que déjà, rien que sur l'engagement, c'est assez étonnant de voir comment, c'est Vitinha qui envoie ce ballon en touche. Et il montre clairement l'envie tactique du Paris Saint-Germain de occuper l'espace. Et d'ailleurs, l'Inter sera étouffé pendant 90 minutes. Et donc voilà, le premier but arrive, le deuxième. Et moi, je sais qu'au troisième, je me lève et je regarde Désiré Doué là. Et je me fais, mais c'est n'importe quoi ce qui se passe. Et je crois que je me rends même pas compte. D'autant plus que c'est Désiré Doué qui devient l'homme de la soirée. Enfin, il y a tout un symbole. Il y a plusieurs images qui me reviennent. Et oui, dans ma tête, c'est n'importe quoi ce que j'ai vu, en fait. Baptiste. Moi, c'était une soirée exceptionnelle. J'ai passé une très bonne soirée. J'étais, donc moi, du coup, j'étais sur Lille et j'étais dans un bar, donc rue Masséna, et je peux vous dire que l'ambiance était exceptionnelle. J'avais jamais vu depuis l'Euro et la défaite contre l'Espagne une ambiance autant forte pour un club, parce que c'est même pas le LOSC là, on parle du Paris Saint-Germain. Donc on va même exclure les matchs de l'équipe de France. Oui, bien sûr, on peut même exclure les matchs de l'équipe de France. Si on devait exclure déjà les matchs de l'équipe de France, que ce soit l'Euro, la Coupe du Monde, la dernière fois qu'il y a eu autant d'énergie et de ferveur peut-être pour un club, pour un club et qui même pas en plus de la région. Moi j'étais impressionné. Marseille 2018, j'y crois pas autant, je pense pas. Ouais, je pense que ça touchait plus le sud que plutôt le nord. Mais ouais, et puis là, comme tu l'as dit, la performance de Doué exceptionnelle. Moi, j'adore ce joueur, mais je me suis levé tout le match pour ce joueur et franchement, j'ai adoré le match. Moi, pour moi, c'était, il y en a qui parleront de fessée, il y en a qui parleront de faiblesse de l'Inter Milan, voire de non-jeu de l'Inter Milan. Moi, je parle d'une supériorité du PSG. Ouais, c'est exceptionnel, la manière dont ils ont joué. Je pense qu'on n'a pas vu ça depuis longtemps. Une équipe qui a autant mis de pression, autant attaqué, autant marqué les esprits surtout, en fait. Oui, tout. Dans tous les registres. Voilà, dans tous les registres. Moi, je les ai trouvés exceptionnels. Ce match-là, très sincèrement, quand j'ai vu l'entame et que j'ai vu l'intensité et le déficit, qu'on pourrait dire, entre les deux équipes et la non-réponse des interistes, ça m'a un peu rappelé, alors je parle à chaud aussi, ça m'a un peu rappelé le 7-1 Allemagne-Brésil, où on a l'impression de voir une seule équipe sur le terrain et l'autre qui a beau pratiquer un beau football, qui a beau savoir ce qu'elle est censée faire, on a l'impression que c'était des enfants qui se regardaient, à dire mais qu'est-ce que tu veux faire? Il y a plein d'images pendant le match où on voit vraiment les joueurs, ils ont des yeux. Là, je vois Marcus Thuram, il est dépité. Surtout Di Marco, même des leaders qui sont censés être là pour. Lautaro Martinez, je crois que je l'ai pas vu du match. Il s'est fait bouffer par Pacho. Et il y a plein de leaders qu'on n'a pas vu. Et puis même à l'image de Sommer, on dit que c'est l'un des meilleurs gardiens de la saison à juste titre. Là, le soir-là, il s'en prend 5 alors qu'on peut même pas lui en vouloir. Lui-même a réagi après
en disant ouais je suis presque sûr, enfin je suis presque sûr. Il a dit j'hésite après une claque comme ça à pas prendre ma retraite. Ah ouais. Anticipé, ouais, il a réagi en disant j'hésite après une défaite comme ça à pas prendre ma retraite parce que franchement c'est une honte ce qu'on a fait. Le sportif de haut niveau doit être être retourné. Bien sûr, mais en fait à la fois ils peuvent se dire aussi qu'ils ont pas fait assez, mais derrière t'as une équipe du PSG qui est exceptionnelle dans tous les compartiments du jeu et c'est de partout. On a peut-être eu aussi l'un des meilleurs matchs d'un côté de l'équipe française de sa saison et en face le pire match de l'équipe italienne de sa saison parce que l'Inter Milan cette année était très costaud, était en lice pour le titre de champion d'Italie. Finalement, elle échoue à la deuxième place. Elle perd la finale de Coupe d'Italie, elle perd la finale de Ligue des Champions. C'est aussi peut-être au mental, c'est peut-être des échecs et puis avec en trace cette finale aussi à rappeler il sortait d'une finale de Ligue des Champions 2023 perdue contre Manchester City alors que sur le papier aussi à l'époque ça jouait des coudes et personne ne pronostiquait finalement tant que ça City écrasant vainqueur, victoire 1-0 à l'époque de Rodri. Là par contre on en a 5. Hakimi à la 12e minute qui ouvre le score avec un magnifique jeu de passe, un positionnement très très douteux de Federico Di Marco aussi pour laisser en jeu Désiré Doué, puis Achraf Hakimi qui pousse le ballon dans le but vide. On a Désiré Doué ensuite qui est trouvé par Dembélé en contre-attaque, qui renverse le jeu de la gauche vers la droite, qui enchaîne une sorte de demi-volée déviée gentiment du pied par Di Marco qui vient tromper Yann Sommer 2-0, 20e minute de jeu. On arrive sur une large domination parisienne, mais on arrive très vite de l'autre côté de la mi-temps, en seconde période, 63e minute. Une chevauchée, une traversée magnifique, un jeu en pivot avec Dembélé qui talonne pour Vitinha qui venait de s'élancer sur 50 mètres balle au pied, qui trouve Désiré Doué parfaitement dans le tempo, dans la passe, dans l'axe, qui vient trouer Sommer à son premier poteau, 3-0, 63e. Dembélé qui profite aussi des espaces béants laissés par la défense à 3 de l'Inter, qui envoie Kvaratskhelia en profondeur, qui du gauche trompe Sommer à son premier poteau. Et pour le bouquet final, Seny Mayulu, le Titi parisien, qui a des stats du coup fantastiques cette saison, 47 minutes jouées, 2 buts. Il est fou le petit, qui marque à la 86e le but du 5-0, la Manita, comme on dira. Maintenant que je viens de les décrire très rapidement, Guillaume, ton préféré des 5? Bonne question. Je dirais le premier quand même, c'est un beau chef-d'œuvre collectif et puis c'est le but le plus important, c'est le but de l'ouverture du score avec cette passe de Vitinha qui arrive à trouver Désiré Doué qui est super lucide et qui arrive à faire la passe parfaite dans la surface de réparation pour Hakimi. Moi aussi je voulais revenir quand même sur le score 5-0. Sur les 5 dernières finales de Ligue des Champions avant celle-ci, ça s'était fini par un but à 0 4 fois. Donc c'est quand même rare. Que l'an dernier on a eu 2-0. C'est ça. 2-0, c'était pas la plus grande finale non plus. C'était pas une grande finale. Plus, et même en Coupe du Monde, du coup il y avait eu le 3-3 France-Argentine, mais les finales des grands tournois sont souvent pas très télégéniques on va dire. Et puis là c'est vrai que samedi soir c'était quand même quelque chose d'assez. Tu parlais de ta comparaison avec le 7-1 Allemagne-Brésil. Moi aussi j'ai retrouvé un peu des airs, même si j'étais encore jeune à cette finale de Barcelone-Manchester United, le 3-1, où tu sentais que le Barça avait une maîtrise technique énorme sur Manchester United, et c'était le cas aussi samedi soir. C'est vrai, on pourrait faire un peu le trait de comparaison. Beaucoup ont comparé aussi cette finale à l'autre carton connu de la Ligue des Champions, le 4-0 de l'époque entre l'AC Milan et Barcelone. Ça veut peut-être parler à des gens un peu plus vieux que nous, puisque personne n'était né, loin d'être né. C'est la finale de 94. C'était l'AC Milan de Papin et de Sailly qui prenait sa revanche, et en face, il y avait le FC Barcelone dirigé par Johan Cruyff, avec son jeu sublime, lui qui est en train de conquérir toute l'Europe. Et en face, un Lippi qui lui a dit, non, en fait, voilà, laisse parler les grands. 4-0 en finale. Et donc, c'est la finale le plus gros écart en finale de la C1, même plus que la Ligue des Champions, parce que je parlais du 4-0. Le dernier score fleuve, c'était un 7-3 à l'époque du Real Madrid dans les années 60. Donc, une victoire par 5 buts d'écart, ça n'avait jamais eu lieu. Bravo à vous, du coup. À jamais les premiers. À jamais les premiers. Jamais les ça, premiers. c'est bon, ça. Allez, pour celui-là, on vous l'accorde. Okay. À jamais les premiers pour celui-là. Tu peux réagir, Adrien. Que dire d'autre? Non, mais sinon, non. Alors, petit clin d'œil aussi, du coup, parce que si on parle juste du lendemain de la finale, et puis après, je vous propose une petite pause musicale. Mine de rien, ça va filer vite le temps ce soir, je le sens.
petit moment sympa aussi. Tout le monde avait les yeux aussi rivés sur les unes, les réactions médiatiques. Et c'est la Provence qui nous a lâché un magnifique à jamais les deuxièmes. Et je trouve que c'est presque tirer son chapeau tout en gardant son honneur un peu sauf. C'est très classe. Mais voilà, ça, je sais pas s'ils l'ont pensé bien en amont en disant merde, si Paris gagne, on fait quoi les gars? Ou si sur l'instant ils se sont dit bon allez, à jamais les deuxièmes. Je trouve qu'ils ont été forts sur le titre. Moi, franchement, ça m'a fait marrer. Ils ont été marquants. Oui. La une de l'équipe, la une du Parisien, l'une de l'équipe, je sais pas si vous avez vu, le Paradis. Ouais, moi je l'ai là, j'ai dans le sac là. Oh là, dis donc. Ici c'est Paradis. Dommage, il y a pas de caméra pour brandir. Ici c'est Paradis, ouais. Ici, c'est l'image est Paradis. belle. La photo est plus forte que le titre, je trouve, de ce fait. Et nous, on a fait un si grand bonheur. À la bonne heure. Bon. Très discuté. Je vous avoue, je travaillais ce soir-là. J'étais à côté de la une. C'est très discutable. Mais bon, c'est la Voix du Nord. On n'est pas pro-parisien, on n'est pas pro-football. Tout va bien pour le coup. Et non, s'il y avait quelque chose à redire, je vais renoter au cas où. Mais en termes de statistiques, puis on le traduira un petit peu après. On va aborder un peu plus tard la saison européenne du Paris Saint-Germain. On va revenir sur cette épopée puisque le Paris Saint-Germain finit en étant le club avec le plus de matchs joués de cette nouvelle version de la Champions League. Ah oui, vu que ils ont fait les barrages. Ouais. Donc c'est 17 matchs, donc on aura le temps de revenir sur là-dessus, mais sur la finale, 59-41 en possession, 23 tirs à 8 cadrés pour 2. C'est vrai que sur les seulement 8 cadrés. Et c'est dire que même les 2 cadrés interistes, on a vraiment du mal à s'en souvenir. Ouais. J'ai juste une parade de Donnarumma en seconde. Oui. Autour de la 75e sur Thuram. Thuram. Donc c'est là, la seule action de Donnarumma. Thuram qui aura finalement été. Il aura fait son. Il aurait fait comme il peut. Comme il peut. C'est le seul qui a fait un peu de jeu. Mais presque avec le peu qu'on lui a donné, il a presque le mieux joué. C'est clair. Parce que forcément, les attaquants interistes sevrés de ballon, ça aussi, une masterclass. Pour fêter ça, pour marquer une première pause musicale ce soir, je n'ai pas pu passer à côté des célébrations au Parc des Princes avec toutes les stars et puis surtout les artistes musicaux qui sont pro PSG. Il y en a 2 qui ont lâché un petit freestyle, PSG Boys freestyle de Niska et DJ Snake, voilà, parce que c'est quand même nos 2 références parisiennes, surtout au PSG. On s'écoute ça. Je vous laisserai faire vos commentaires à la maison ou autres, ou ceux qui nous écoutent en replay, et nous on revient juste après, bien sûr, pour parler du PSG. Niska et notre ami DJ Snake au platine qui ont grandement célébré ce week-end la victoire du Paris Saint-Germain en finale de la Ligue des Champions. On revient là-dessus pendant toute cette soirée dans le Campus Sport Club sur Radio Campus Lille 106,6 ou bien peut-être que vous nous écoutez déjà en replay sur YouTube, Spotify, Deezer. Voilà. Et quand je dis on, c'est parce qu'on est avec les 3 amis, Tom, Guillaume, Baptiste. On va pouvoir continuer à parler du Paris Saint-Germain. On va revenir peut-être maintenant plus que la finale sur la saison européenne du Paris Saint-Germain. Pas le temps de revenir sur les 34 journées de Ligue 1 en prime et tout le Totti Conti aussi avec la Coupe de France. On va vraiment rester sur ce carcan européen parce que je l'ai souligné juste avant, 17 matchs pour en arriver là, c'est presque le record parce que peut-être qu'à une époque un club avait fait dans l'ancienne formule c'était 13 matchs. Entre les 6 matchs de poule, les 8e, quart, demi et la finale, ça faisait 13 matchs. Il me semble qu'il y a une équipe je crois que c'est je vais pas dire de conneries, je vais pas dire de nom, mais il me semble qu'il y a déjà une équipe dans l'histoire de la Ligue des Champions qui a dû passer par les tours préliminaires. Donc tour préliminaire compris, avec 3e tour et barrage, ça devait faire 17 matchs. Mais là, dans cette nouvelle formule, déjà c'est la toute première lancée, 17 matchs, ils ne pouvaient pas faire plus, les Parisiens en étant qualifiés directement. Et au terme de ces 17 matchs, on a vu un drôle de visage, mais en tout cas une montée en puissance. On a vraiment cette impression crescendo, et ça se traduit de toute façon par les performances avec la phase de Ligue pour commencer. Paris, au niveau de la phase de Ligue, surtout en 2024, est-ce qu'on les voyait là aujourd'hui, sur le papier? Impossible. Pas du tout. Non. Guillaume? Impossible. Non. Non, hein. Toi aussi, hein. Oui. À quel moment t'as vraiment, alors peut-être à quel moment t'as perdu confiance en disant ça va être une mauvaise saison du PSG, en tout cas en Ligue des Champions, et peut-être à quel moment t'as eu le sentiment inverse de finalement il y a vraiment de quoi faire? Non, perdre confiance jamais, mais c'est vrai que j'étais un vrai supporter. J'essaie, je le titille, vous avez vu le journaliste. Non, mais parce que en Ligue qui veut le bad buzz et qui faut quand même se rappeler qu'on n'a pas eu beaucoup de chance aussi sur les matchs qu'on a perdus en Ligue des Champions contre l'Atlético Madrid.
on manque de réussite devant le but. C'était contre le PSV aussi, on fait match nul et on aurait pu mériter la victoire. Donc en Ligue 1, on était invaincu, donc il y avait quand même des signaux positifs. Et après, oui, le tournant, forcément, ça a été, je pense, déjà ce match qu'on gagne, c'est à Salzbourg, qu'on gagne 3-0. Ouais. J'étais d'ailleurs ici pour l'émission, je m'en souviens. Et c'était un peu le déclic parce que c'était la première vraie victoire à l'extérieur méritée. Et puis derrière, il y a eu le trophée des champions contre Monaco, qui était quand même à ce moment-là encore une bonne équipe. Enfin, qui était deuxième au classement. Et derrière, ça a découlé Manchester City et puis le parcours qu'on connaît. Donc, je dirais au début du mois de décembre, quand le PSG était vraiment au dos au mur et se devait absolument de gagner contre Salzbourg, je pense que c'était le match qui a fait basculer le PSG. Pour revenir au commencement du commencement, c'est vrai que pour Paris, peut-être un petit point par rapport à cette phase de ligue très compliquée, surtout au début. Faut revenir au tirage. On est fin août, c'est la nouvelle version de la Ligue des Champions qui est inaugurée. On a un nouveau tirage qui a lieu puisqu'on est désormais sur une phase de ligue à 36 équipes comme un immense championnat. Sauf qu'on n'a pas besoin d'affronter lors de 35 matchs les autres. On va procéder à un tirage au sort par ordinateur qui, les clubs ayant été répartis en 4 pots, chapeau 1, chapeau 2, chapeau 3, chapeau 4 avec 9 équipes chacune dedans. Vous tirez 2 équipes de chaque chapeau à affronter. Donc ça permet aussi une sorte d'équilibre entre les niveaux des équipes affrontées. Et Paris, sur le papier, mine de rien, arrive quand même d'après les statistiques d'Opta, en tout cas à l'époque, arrive à avoir le pire tirage, avec du chapeau 1 Manchester City et le Bayern Munich qui sont des champions, Bayern Munich, non. En l'occurrence, c'est peut-être la seule fois aussi où tu te dis finalement le Bayern, c'est la seule année où ils le sont pas. Ouais. C'est peut-être pas ouf, mais en fait c'est quand même le Bayern Munich. Dans le chapeau 2, parmi les 9 équipes possibles, vous tirez l'Atlético Madrid et Arsenal. Du costaud. J'avoue, c'est compliqué. En chapeau 3, on commence à avoir de moins en moins de grosses écuries. Il y a quand même le PSV Eindhoven, quand même sur des années brillantes, avec Van Nistelrooy qui était à la tête, et Salzbourg, le petit chien, mine de rien. Et chapeau 4, c'est Stuttgart et Gérone qui sort d'une superbe Liga et qui s'est qualifié pour la première fois de son histoire en Ligue des Champions, je crois même en Coupe d'Europe, mais je vais peut-être m'arrêter à la Ligue des Champions en tout cas pour eux. Donc à l'époque, c'est le pire tirage. J'avais même l'équipe, je suis allé retourner sur un article de l'équipe qui juste avant le tirage avait pronostiqué pour eux le pire possible avec les 8 équipes, du pire tirage possible pour le PSG et du meilleur pour le Paris Saint-Germain. Dans le meilleur, aucune équipe n'a été tirée au sort, et dans le pire, il y en a eu 4 sur 8, une par chapeau. C'était City, Atlético, PSV et Stuttgart. Et les 4 autres, c'était le Real Madrid, Bayer Leverkusen, Sporting et Aston Villa. C'est vrai que vous auriez eu ce tirage-là, c'était mission impossible. Même Tom Cruise, il aurait dit je leur fais pas un film. Impossible. Personne n'y croit. Personne n'y croit à tout ça. Et donc on a cette phase de ligue et avec ce nouveau facteur X qui fait qu'on affronte 8 équipes, mais qu'on les affronte qu'une seule fois et qu'on en joue 4 à domicile, 4 à l'extérieur. Donc là aussi il y a un peu ce facteur chance. Si tu peux recevoir des grosses écuries à domicile et les petites à l'extérieur. Bon, bien sûr, c'est une équipe de chaque chapeau. Dans chaque chapeau, par exemple pour City et le Bayern, t'en reçois une, tu vas chez l'autre. Voilà, pour l'équilibre. Il y a peut-être, je trouve, du coup, dès ce moment-là, au niveau du tirage, le facteur domicile-extérieur, pour moi, que tu reçoives City à ce moment-là de la saison, on parle de la 7e journée de la phase de ligue, le match couperé entre l'une des deux équipes, que si l'une perd, c'est la mouise. Faut pas se le cacher. Que vous receviez City, c'est peut-être déjà le seul coup de pouce du destin que vous aviez eu au moment du tirage. Je sais pas si tu me suis là-dessus. Si, totalement. Non. Totalement. Ça acquiesce, ça secoue bien les têtes. Puis heureusement que City est un peu malade aussi parce que, en début de saison, personne ne pense que City va faire cette saison-là. En Ligue des Champions, ils sont proches de l'élimination aussi. Je sais qu'ils ont une grosse défaite contre le Sporting. Eux aussi, justement, jouaient leur finale avant l'heure alors que, on les attendait pas là, quoi. Et si je refais le tracé de cette saison-là, on est première journée, on attaque fin septembre. On est sur PSG qui accueille Gérone, le petit nouveau mais costaud de Liga. Un match là encore, on sent aussi un Paris Saint-Germain qui ennuyant. Tu peux dire ennuyant. Ouais, allez, je suis à mourir. Mais vous l'emportez 1-0. Grâce à Nuno Mendes, si je puis dire, le but ne lui est pas attribué. C'est comme un centre très fort au sol. C'est une boulette du gardien de Gérone, Gazzaniga, qui la laisse passer entre ses jambes. 1-0. Deuxième journée, vous allez à Arsenal et vous recevez une leçon sur coup de pied arrêté.
d'Arsenal, 2-0, victoire des Gunners. Ensuite, vous êtes tenu en échec à domicile face au PSV Eindhoven 1-1, puis défaite contre l'Atlético Madrid, tu le soulignais. Je pense que la défaite contre l'Atlético, ça commence à en faire tilter plus d'un, peut-être. À ce moment-là, je sais pas vous. Là, je vois aussi vos retours. Moi, sur ce match-là, il y a un gros problème, c'est l'efficacité, en fait. Ouais, mais c'est ce qui revient déjà dès le début. Ouais, voilà, je sais plus c'est quoi le nombre d'occasions. Il y en a, je crois qu'ils ont plus d'une vingtaine ce soir-là. Et on connaît bien, tu connais mieux que personne aussi la solidité défensive qu'on a trouvé à l'Atlético Madrid, qui ne prennent qu'un but. On pourrait se dire que sur le papier, c'est normal. Mais vu la puissance de feu parisienne, ils sont quand même censés ne pas en mettre qu'un. Sur le papier. C'est parce que Luis Enrique cherchait encore en attaque. Je sais qu'il jouait avec un faux neuf, mais alors ce match-là, précisément, qui c'est qui joue, je sais pas, je dirais peut-être Asensio je ou crois que c'est Asensio qui joue en faux numéro 9. Ouais, voilà. Donc c'est un moment où le PSG cherchait avant qu'il trouve la solution miracle. dont on va parler après. Bon, enfin, c'est vrai. C'est pas un scoop, mais. C'est vrai. Donc, derrière c'est ça le gros problème. Derrière ça, défaite à Munich, face au Bayern Munich. Donc l'Allianz Arena, pour l'instant, vous joue des tours. À ce moment-là de la saison. Défaite 1-0, là encore, un coup de pied arrêté, c'est la tête de Kim, après je me souviens plus exactement de l'action dans tous les détails, mais ça vous porte malheur. Et puis, tu parles de ce match-là, on est en décembre, on est sur les 3 dernières journées, Paris est dos au mur, on parle vraiment de, si Paris veut essayer de s'en sortir et ne serait-ce plus que se qualifier, puisqu'on est sur un nouveau schéma où il faudrait finir le mieux classé, le plus haut possible, pour avoir un minimum l'avantage plus tard. C'était de gagner les 3 matchs. Et donc, victoire 3-0 à Salzbourg, victoire 4-2 renversante contre City, et victoire 4-1 à Stuttgart pour finir. Voilà, Salzbourg-Stuttgart, c'est aussi le petit plus du calendrier, le petit plus du tirage qui fait que vous finissez pas par Arsenal et Bayern, alors que vous auriez peut-être peiné en début de saison avec ce Paris Saint-Germain là. Mais c'est encore super intéressant de le souligner. On est dans cette période-là où pourquoi Paris reprend des couleurs, pourquoi Paris s'en sort bien? Comme tu l'as peut-être souligné, depuis le début de saison, il y avait cette quête de qui mettre en neuf, faux neuf. Il a essayé Kolo Muani, il y a eu Gonzalo Ramos qui a fait les allers-retours sans savoir si ça allait vraiment être un titulaire attitré, Kangin, Asensio. Et finalement, la solution est venue d'un joueur qui était titulaire mais pas au bon poste. Ousmane Dembélé qui a été décalé dans l'axe. Et là, décembre-janvier, solution miracle. Que dire? Et puis 2025, le début 2025 est stratosphérique. Mi-février, on était à 17 buts en 11 matchs. C'était phénoménal. Est-ce que tu penses aussi que le moral des troupes, les résultats sportifs, ça vient aussi de ce choix-là, le bon choix au bon moment? On était beaucoup de journalistes, supporters à vouloir un vrai numéro 9 dans l'axe. C'est vrai que Enrique, ses choix étaient assez discutables pour beaucoup. Et puis, force est de constater, pour revenir à la question qu'on avait au début d'émission, il a fait un choix fort d'entraîneur. Lui voulait jouer avec un attaquant mobile et voilà, pas un attaquant qui restait dans l'axe comme pouvait être Gonzalo Ramos, qui était pourtant un plébiscité par beaucoup. Et dont moi le premier, honnêtement. Et après Dembélé, voilà, il s'est révélé à ce poste et il a atteint des niveaux vraiment, c'était presque plus jamais vu, quoi. C'était 17 buts en 11 matchs, t'as dit, c'est impressionnant. Ouais, sur le début 2025 seulement, bien sûr. Après, il a eu les passes décisives en plus. Il a fait du sale, on dit dans le milieu, pas très journalistique ce que je dis là. Mais je le dis parce que dans le football, mais on comprend, c'est clair. Ouais. Le message passe. C'est l'important. Comme dirait l'autre. Puis derrière, après, c'est donc cette phase finale. Vous êtes obligé de passer par les barrages. Enfin, j'y vous à chaque fois, je m'adresse à Guillaume comme s'il était le seul. Bien sûr, non. Paris est obligé de passer par les barrages. La chance aussi d'avoir gagné ces derniers matchs et d'avoir bien figuré fait que aussi, au petit bonheur la chance, au niveau du tirage, puisqu'il y a un tirage, on va aussi en parler peut-être plus tard du format de cette Ligue des Champions. Il y a eu un tirage qui a permis à Paris de jouer contre Brest, équipe qu'ils connaissent super bien, qu'ils affrontaient à l'époque en Ligue 1, sur qui ils avaient un ascendant un peu psychologique, et puis Brest qui n'était pas du tout armé pour jouer sur tous les tableaux. 10-0 au total. Bon, là, c'est vraiment, c'était vraiment 2 matchs pour dire on fait 2 matchs de plus, mais Paris aurait pu, pas contre qui ça aurait pu bégayer, mais pas Brest. Non. Mais c'est vrai que heureusement qu'ils gagnent les points sur les 3 derniers matchs, parce que un club comme City affronte le Real en barrage, quoi. Donc ça aurait été un tout autre scénario et pas du tout la même chose. On a eu un schéma à 4 avec Manchester City, Bayern Munich, Real Madrid et le Celtic Glasgow qui s'était glissé là. Et c'est vrai que c'est pas dans ce quatuor-là que t'as envie de te retrouver.
Typiquement, t'as pas envie d'être le Celtic et de dire je suis Paris, je prends la place. Parce que là, parce que forcément, plus que l'adversaire et le niveau, c'est aussi la renommée, la compétition, la dangerosité qui fait que c'est les anciens clubs vainqueurs. Ça fait toujours peur. T'as beau avoir le pire Manchester City depuis 10 ans, il fait peur, Manchester City, dans tous les cas. En tout cas, là, c'est Brest, ça passe bien. Et puis après, il y a ce triplé infernal contre les Anglais. Qu'est-ce que Paris a eu cette année contre les Anglais? Ils leur ont donné mal à la tête. Ils leur ont donné mal à la tête. Ouais. Je pense que Arsenal leur a donné un bon coup derrière le crâne. Ils ont dit, ouais, une fois, pas deux. Bah, ça promettait. En tout cas, 8e de finale, qualification, aussi un peu périlleuse, mais qualification quand même contre Liverpool, avec 2 matchs sur le papier où Paris joue son football. Le premier, quand même, d'immenses regrets peut-être de le perdre. Ouais. Et là, on est peut-être sur le retour des petits démons de l'automne, comme tu le soulignais. Mais Paris sur le papier joue quand même super bien, prend ce but du rentrant Elliott qui remplaçait Mohamed Salah. On était tous fiers de dire que Nuno Mendes avait canalisé Mohamed Salah pendant 85 minutes, que c'était magnifique de sa part. Et derrière, il y a un contre, un oubli, un but. 2 tirs pour Liverpool. 2 tirs, un cadré, un but. C'était. Et surtout que Liverpool avait fini premier du classement général. Ouais. C'était vraiment l'équipe à battre. Et finalement, quand on voit ces 90 premières minutes, on se dit, mais le PSG les a mangés, quoi. Et c'est ça qui était assez... Si c'est ça, la meilleure équipe de la phase de Ligue des Champions, qui veut Paris sur le papier est largement dans les favoris. Et même eux, à la fin du match, se disent, en fait, si on peut le faire. Alors oui, on a perdu 1-0, mais je me rappelle que l'équipe l'avait sorti, etc. Ils avaient vraiment confiance parce qu'ils pensaient vraiment pas tomber sur une équipe de Liverpool comme ça. Non, du tout. Au match retour à Anfield, ça se passe magnifiquement bien puisque d'entrée Dembélé égalise dans la série à la 12e minute, et après c'est un peu un duel tactico-technique, c'est des occasions ici et là, c'est Anfield, c'est Liverpool, faut pas déconner, mais Paris justement gère bien. Je trouve qu'ils ont géré le fait que 1-0 c'est pas gagné mais c'est pas perdu. Ouais. Pas de stress et le mental qu'ils ont dû avoir pour une aussi jeune équipe, faut aussi le souligner. Elle fait partie des équipes les plus jeunes en moyenne d'âge à remporter la Ligue des Champions. Ils ont un peu moins de 26 ans, 25 ans, 9 mois. C'est en face, l'Inter Milan aurait été la 2e équipe la plus vieille à remporter la Ligue des Champions en cas de victoire. Ils avaient 29 ans et 8 mois à peu près de. Donc c'était fou aussi le contraste. Bon là, Paris en tout cas a montré son sang-froid. Victoire, qualification plutôt contre Liverpool au tir au but. On arrive sur le quart de finale face à Aston Villa. Là encore, super bien joué de votre part. C'est une équipe qui fait top 8, 3-1 à l'aller, avec ce dernier but dans le temps additionnel qui compte, mais qui compte beaucoup de Nuno Mendes, puisqu'au retour, Paris se fait quand même peur. Là aussi, on se dit, ah non, quart de finale et Ligue des Champions avec Paris, ça... Ouais, c'est vrai. Ouais. T'as eu ton moment de... Pour le coup, là, c'est le match où on a revu un peu des images qu'on n'aime pas trop voir, justement. Ces matchs où le PSG maîtrise son sujet, ça m'a fait un peu penser contre le Real Madrid au Bernabéu il y a 3 ans, où on est mène de 2 buts, on est qualifié, et puis on se prend 3 buts en 15 minutes. Là, c'était pareil. Donc ce moment-là, j'ai vraiment eu très peur, et bon, finalement, on a réussi à un peu miraculeusement, grâce à Donnarumma notamment, à tenir. Mais c'est le genre de match quand même qui était inquiétant, parce que le pire dans l'histoire, c'est que le PSG était vraiment au-dessus d'Aston Villa, on peut le dire, mais mentalement, à ce moment-là, un excès de confiance pour le coup. Et je pense que ça leur a servi pour la suite de leur parcours. Oui, c'est là aussi où c'est ces matchs-là qui ont permis de voir que la jeune équipe fait preuve de maturité, que Luis Enrique a peut-être su aussi comment gérer le mental des joueurs, faire les bons changements au bon moment. Un joueur peut-être excédé sur le terrain, même physiquement. Il a toujours quand même une cartouche sur le banc pour peut-être avoir un nouvel apport sur le terrain. Zaïre Emery a fait beaucoup la rotation au milieu, peut-être a permis aussi en fin de match une assise, une précision dans les passes, poser le jeu. Barcola, Doué qui ont apporté chacun leur tour aussi ce qu'il fallait. Super gestion aussi humaine, forcément, du Paris Saint-Germain. On parle de ce Paris Saint-Germain sans star. C'est difficile de dire sans star alors que tu as autant de joueurs pétris de talent et qui sont considérés comme parmi les meilleurs joueurs d'Europe. Mais une star, c'est au-delà du football. Eux, en l'occurrence, ont un peu moins cette visibilité-là. Et du coup, les égos, tête de cacahuète, on pense au petit Malteser, les têtes de cacahuètes sont pas aussi importantes. Je disais noisette. Mbappé. Et toi, tu lâches le nom aussi. Moi, je dis. Ah, mais je pensais cacahuète, tu pensais pas du tout, Mais si, mais je disais. Ah, ok. Sans le dire. Non, moi, je disais noisette pour vraiment Mbappé. Oui, bah oui. Du coup. Il assiste. Je le dis.
On lui en veut pas à Kix, hein. Il y a rien de méchant dans tout ça. On l'aime. On l'aime bien. Fais-nous gagner la Ligue des Nations, on t'aimera un peu plus. Voilà, donc, quart de finale retour, donc perdu 3-2 face à Aston Villa. Et puis là, c'est les retrouvailles en demi-finale contre Arsenal. Le match aller encore, c'est une belle domination parisienne sur le terrain des Gunners. Là, vous avez vraiment appris du match aller, certainement. Il y a les petites frayeurs, mais il n'y a pas ce moment justement où Paris craque. Paris reste solide et le retour c'est 2-1, ça mène 3-0 au cumul même avant de prendre un petit but presque anecdotique de Bukayo Saka, la 76e. Et puis cette finale pour finir en apothéose à Munich. C'est assez fabuleux. Cette saison-là du Paris Saint-Germain qui a quand même une saison marathon, qui joue sur tous les tableaux avec, comme tu l'as dit, le trophée des champions en plein milieu, qui n'était pas en août. La Coupe de France, le parcours se fait jusqu'au bout. Il manquerait plus que la Coupe de la Ligue. Dans tout ça, la plupart des joueurs du Paris Saint-Germain qui sont des internationaux. Donc ça vous donne aussi une idée puisque je suis allé vérifier hier soir des statistiques Transfermarkt pour vous annoncer que Barcola est le 3e joueur des 5 grands championnats européens à avoir joué le plus de matchs cette saison. Il en a déjà à 68 joués. 68. Wow, c'est beaucoup. Et c'est pas fini. Puisque 68, ça prend aussi les sélections internationales, on prend tous les matchs conservés pro. Il reste 2 matchs de Ligue des Nations. Il pourrait atteindre la barre des 70 déjà. 70 sur une période allant de mi-août à mi-juin. C'est énorme. Donc ça fait 10 mois, 70 matchs. Pourtant, Luis Enrique, je trouve, a très bien géré la gestion des temps de jeu. Il a quand même souvent fait tourner. C'est quand même impressionnant qu'il soit déjà 68 matchs par Et donc je suis allé voir une autre statistique concernant Barcola sur le nombre de minutes jouées. Quand on voit que Mike Maignan est le Français des 5 grands championnats européens avec le plus de minutes jouées, c'est un gardien, donc c'est assez logique, qui tourne autour de 5600 minutes. Barcola en a que 4000. Donc là aussi, très grosse intelligence de jeu de la part d'Enrique, de savoir faire tourner comme il se doit ses joueurs là-dessus. Et pour ce qui est de revenir sur ce parcours-là, moi je trouvais un truc très intéressant avec ce Paris Saint-Germain-là, c'est, je me suis fait un petit exemple de répartition des buts. Et on voit quand même que contre Arsenal, en demi-finale, contre Villa, contre Liverpool et 2 fois contre l'Inter, il marque dans les 20 premières minutes de jeu. Des fois très tôt. J'ai trouvé que ce Paris Saint-Germain était tout de suite une équipe qui, dès le début du match, voulait dire on impose notre jeu, on impose notre rythme, l'attaque, vous n'êtes pas prêt. Je trouve que ça a super bien marché. Est-ce que c'est aussi l'un des points forts de ce PSG-là, c'est de pas démarrer à la 60e minute son match? Bien sûr. En fait, presque ce qui s'est passé contre City, qui a été le déclic un peu de leur saison, de leur année 2025. Mais je trouve que sur la phase finale, en tout cas, ils ont compris aussi qu'il fallait démarrer fort. Bien sûr. Je pense qu'ils voulaient éviter le piège de pas mettre de but et du coup de rester sur un danger tout au long du match et quitte à se prendre un but comme à la fin face à Liverpool. Et je pense que ça leur a servi de leçon. Et je pense que Enrique a énormément travaillé dessus aussi, surtout dans le match face à Arsenal. Ouais. Et pour ce qui était des statistiques joueurs, moi je reprends aussi mes petites notes. Bon, on a un PSG ultra collectif, grande force aussi de pas se reposer sur un seul homme. C'est un peu Luis Enrique qui l'a dit au moment du départ de Kylian Mbappé. Je préfère me séparer d'un joueur à 40 buts, mais en avoir 4 à 10 buts. La promesse est largement tenue. Les statistiques sont folles à se partager entre Dembélé, Doué, Barcola et même Kvaratskhelia qui est arrivé que en janvier, qui a des sacrées statistiques. C'est assez fou. Là, pareil, on parle du turnover. Évidemment, il y a que 3 places de titulaires en attaque. Désiré Doué qui a parfois fait un peu le tampon au milieu de terrain, mais sinon, il y a rien à dire là-dessus. Des latéraux. Nuno Mendes et Hakimi, il me rappelle Andrew Robertson et Trent Alexander-Arnold à leur pic avec Liverpool. Le grand Liverpool 2018-2019, on est sur un même schéma de jeu où les latéraux sont extrêmement précieux. Et ça se revoit dans les stats. Barcola, pas Barcola du coup, Hakimi qui marque que des buts à des moments clés. Nuno Mendes aussi, puisqu'il est à l'origine du premier but de la saison contre Gérone qui donne 3 points. Il en marque un très précieux contre Aston Villa. Il en marque un autre contre Arsenal, très beau. Là-dessus. Défensivement aussi, c'est offensivement et défensivement aussi. Parce que Nuno Mendes, franchement, je me demande où est encore ça là parce que il l'a mis dans sa poche tout le long aller-retour. Donc c'est offensivement mais aussi défensivement que ça a été très solide. Très très solide. Et aussi un truc qu'on peut rajouter, il n'y a pas eu de blessure cette année. Le PSG, c'est vrai que on a eu ce brin de réussite aussi que beaucoup de clubs ont été touchés par de grosses blessures, l'Inter, le Barça notamment, et le PSG grâce à la gestion des temps de jeu de Luis Enrique, a
a su conserver toutes ses forces vives au moment important, et c'est aussi ce qui a fait la différence. Je parlais des 30 ans de moyenne d'âge de côté interiste. Je pense qu'après une saison marathon comme ça, les 30 ans et le fait aussi d'avoir installé un 11 qui joue quasiment tous les matchs à temps plein, ça s'est ressenti peut-être aussi. Et pour la finale, il y avait plusieurs blessés d'ailleurs. Enfin, il y a Pavard qui revenait de blessure et le Tarot qui jouait sur une jambe, ouais. donc ça a pas mal joué en leur défaveur. Et puis voilà, et puis sinon pour montrer cette force collective du Paris Saint-Germain, j'avais arpenté un peu les statistiques de l'UEFA cette saison. Évidemment, ils sont à 17 matchs, ils ont joué le plus de matchs possible, donc les statistiques sont en leur faveur. Mais pour appuyer quand même la force, Dembélé c'est celui qui a le plus tiré cette saison en Ligue des Champions, 64 fois. Il en a eu quand même 22 contrés. C'est le gars qu'on contre le plus. Donc certainement au début, surtout en 2024, les 22 contrés. 1300 passes réussies pour Vitinha, c'est le numéro 1 je l'ai vu, cette stat, champion. 5 Parisiens dans le top 6 des joueurs avec le plus de passes réussies. Pour montrer aussi le fameux jeu imprégné par Luis Enrique dont tu parlais et ses 3 milieux de terrain sensationnels. Enfin, une révélation pour moi de la collaboration entre les deux Portugais et Fabien Ruiz qui pour moi ne s'imbriquait pas du tout, mais en fait est revenu à un niveau. Il s'est mis en mode Euro 2024. Mais c'est ça. Mais en fait, je pense qu'Enrique a aussi puisé dans ses meilleures qualités. Il l'a pas simplement utilisé pour lui, il l'a utilisé pour que Fabien Ruiz se sente aussi à son aise. Pour souligner aussi la défense, il n'y a pas que les buts et les passes dans la vie. 124 ballons récupérés par Pacho, le numéro 1 devant Marquinhos à 109, sachant que João Neves et Nuno Mendes sont encore les 3 et 4 au classement avec 87. Mais c'est dire le gap de cette défense-là. 23 tacles réussis pour Nuno Mendes, c'est le numéro 1 de la Ligue des Champions, sur 37 tentés seulement. Donc c'est du costaud. Et dans tout ça, le Paris Saint-Germain, c'est la beauté du jeu avec un seul penalty inscrit, c'est celui de Vitinha contre Brest, qui est presque anecdotique. Parce qu'on parle d'une double confrontation à 10-0. Donc franchement, voilà, il y a rien à dire là-dessus. Ouais. Voilà. Bon, petite pause musicale parce que le temps a filé. J'ai même pas trop checké ça. Et on prend les dernières minutes pour revenir un peu sur nos top flops, parler un peu de cette Ligue des Champions de manière plus globale. Celui-là, vous l'avez peut-être pas vu venir, mais parce ils ont fait la fête longtemps le dimanche sur les champs, un peu de Joe Dassin. Et ouais, pour faire plaisir à tout le monde, et on se retrouve juste après, tout de suite. Joe Dassin qui était en direct sur Radio Campus Lille 106,6. Il est 23h51, passé de quelques secondes. Vous écoutez bien. La suite et la fin de ce Campus Sport Club. On revient avec Tom, Baptiste et Guillaume, notre parigo, sur la victoire et le sacre du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions, qui écrit donc l'histoire après Marseille en 93, 32 ans après. Le deuxième club français à soulever la C1. D'ailleurs, la petite question, c'était avec une telle saison, une telle dynamique, et on n'espère pas trop de mouvance au niveau du club. Est-ce qu'ils sont capables de faire comme le Real Madrid lors de ces belles heures avec Zizou, d'avoir trouvé le coach, d'avoir trouvé les joueurs, la recette, et de nous livrer encore 2-3 campagnes de Ligue des Champions exceptionnelles dans les années à venir? Est-ce que vous les voyez en regagner une? Peut-être pas tenant du titre, mais dans 1 an, 2 ans, 3 ans. Donc, quel rythme vous imaginez que ce Paris Saint-Germain-là peut la regagner? Il peut la regagner, mais je pense pas directement l'année prochaine, même si c'est faisable. Hein. Je dis ça, peut-être qu'ils vont la regagner l'année prochaine. Mais s'ils gardent à peu près la même charnière au niveau de l'effectif et un Luis Enrique qui matche totalement avec cette équipe, pourquoi pas? Le collectif, de toute façon, va suivre. L'expérience, elle est là du coup avec la Ligue des Champions, donc ils auront déjà vécu des finales. Ils savent comment gérer ces matchs. Donc maintenant, voilà, faut laisser faire le jeu. Après le niveau montré, et puis enfin pour moi c'est la finale qui symbolise tout, c'est quand tu vois à quel point ils arrivent à se mettre en mode finale, en ce mode allez il faut gagner, etc. Puis c'est un collectif jeune, etc. Donc t'as envie de te dire que enfin ils ont tout sur le papier en tout cas pour faire de belles choses. Donc c'est difficile de dire non quoi. Et toi Guillaume? Non, je suis d'accord avec ce qui a été dit. C'est une équipe jeune et ils ont tous l'air quand même d'être heureux au PSG. Enfin, on l'a vu, bien sûr. Entre les célébrations, il y avait souvent des clans au Paris Saint-Germain entre les Sud-Américains, les Français. Et là, tout le monde tire dans le même sens et ils sont jeunes. Donc oui, s'ils ont la même mentalité, et Luis Enrique a prolongé son contrat jusqu'en 2027, si je dis pas de bêtises. Du coup, pourquoi pas? Pourquoi pas? Ah, bien sûr, avec le Mercato qui va nous offrir son festival. Les blessures, on en reparlait, c'est peut-être aussi un facteur X dans une aussi longue campagne de Ligue des Champions. Une aussi longue campagne, pourquoi? Parce qu'on va redonner un tout petit mot quand même juste sur le format. Ce tout nouveau format qui s'est terminé, c'est aussi le moment pour nous de glisser un peu nos top flops, nos avis. Est-ce qu'il y en a déjà un qui veut démarrer avec
Allez, on va démarrer par le plus dur. On va faire des petits flops pour commencer. Flop de tout ou... De tout. Tu prends la saison de Ligue des Champions en son ensemble, que ça soit un match. Le format aussi. Le format, le joueur, tout. Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a, par exemple, Baptiste, qui t'a un peu chagriné? Si je mettais dans les équipes les flops de la EDC, moi je mettrais d'abord, et je pense qu'on sera presque tous d'accord, Manchester City, qui était forcément... on s'attendait pas en première ligue déjà. Le niveau était pas exceptionnel, mais là encore plus en Ligue des Champions, ils ont déçu tout le monde. Et on les attendait à un niveau beaucoup plus haut. Moi, je les attendais favoris en début de saison. Ils ont fini un peu loser, quoi. Donc malheureusement, ça a été compliqué pour eux. Après, si tu veux que je donne plus des points négatifs du format, c'est surtout une compétition qui a sauvé beaucoup d'équipes. Donc du coup là Manchester City notamment en phase de groupe qui se serait peut-être pas qualifié dans l'ancien format avec le nombre de points qui ont été attribués et même au niveau du classement. Donc là un petit point critique sur le fait que mine de rien ce format à 36 mais qui donne quand même 24 qualifiés et que les grosses équipes arrivent toujours à y trouver leur compte, peut-être avoir aussi les 12 éliminés. Bon après ça nous a aussi donné des grosses confrontations en barrage, donc il y a aussi quand même une équipe qui est éliminée, mais pourquoi faire perdurer alors que tu risques de sauter dès février? C'est peut-être une question aussi à souligner. Tom, t'as un flop? J'ai un gros flop même. Allez, j'ai hâte. C'est Kylian Mbappé. Kylian Mbappé. C'est Kylian Mbappé. En fait, déjà lui sa saison en Ligue des Champions elle est pas satisfaisante. La seule image que j'ai de lui, c'est le triplé face à Manchester City. Où là, ok, il a mis un peu tout le monde d'accord et malheureusement, ça a pas duré. C'était quand même en barrage. Et puis, le symbole que, voilà, quand il arrive au Real Madrid, le Real Madrid est éliminé face à Arsenal en quart. Et quand il part du PSG, le PSG fait sa meilleure saison de l'histoire et gagne ce qu'il a jamais réussi à faire en 7 ans. Donc forcément, pour moi, c'est vraiment, il incarne la loose sur cette Ligue des Champions. Ça a souvent été l'inverse. C'est souvent quand tu quittais le Paris Saint-Germain que tu pouvais briller ailleurs. Là, c'est fou, quand même. Là, c'était tellement un personnage prenant du club que c'est l'effet inverse qui s'est déroulé. Guillaume, un petit flop. Je vais aller dans la même lignée que Tom. Moi, c'est Vinicius Junior. Meilleur joueur l'année dernière de la Ligue des Champions, qui cette année, à part en phase de poule, il met un triplé contre Dortmund, mais autrement, on l'a pas vu sur les grands matchs. Il a été très effacé, même peut-être plus que Kylian Mbappé, alors qu'on parlait quand même pour lui de Ballon d'Or il y a encore quelques mois. Donc Vinicius Junior, je pense qu'il a pas digéré le fait qu'il ait pas remporté le Ballon d'Or et ça lui a fait mal. Ça lui a fait et beaucoup à mon mal. avis, avec plus que le Real Madrid, c'est les égos de ces joueurs-là qui ont pris le pas, on va dire, sur leur saison. Si je vais donner rapidement mon flop, moi c'était, mais c'est quelque chose qui va être corrigé. C'est sur la phase finale, désavantage alors qu'on finit tête de série de la Ligue des Champions, qu'on est directement qualifié pour les huitièmes de finale et qu'on se retrouve à ne pas pouvoir jouer le retour à domicile, comme c'est souvent l'avantage donné. Ça va être corrigé. L'UEFA a annoncé que c'était une nouvelle règle pour l'année prochaine. Donc par exemple, Arsenal aurait reçu au retour Paris Saint-Germain ou dans d'autres circonstances d'autres matchs. Voilà, c'est pas pour critiquer Paris, mais je trouve que c'est logique de se donner du mal en phase de ligue et de pas avoir cet avantage-là du terrain pour la phase. C'est comme un joueur de tennis qui se démerde pour être qualifié et qui on donne pas beaucoup d'avantages. Des tops, pardon. Pour finir, il reste que 2 minutes. Mine de rien, faut aller vite. Guillaume, ton top. Je refais dans le sens inverse. Ok. Parce que du coup, j'ai pas réfléchi. Un top, en vrai, c'est pas très... Allez. Non, c'est pas très original, mais honnêtement, Lamine Yamal, je le voyais pas si fort et il m'a vraiment bluffé encore plus. Cette demi-finale contre l'Inter Milan, j'ai revu un peu l'incarnation de Messi. C'est un peu facile de dire ça, mais il est super fort. Les superlatifs il y en a pas assez pour le décrire. Saisissant. Il est magique, il est rapide, il a un toucher de balle magnifique, il a une énorme frappe de balle, et il a seulement 17 ans. On dit souvent que, rapide, Guillaume. Faut laisser du temps aux autres. Ouais, non, mais faut pas parler de l'âge, mais à 17 ans, c'est juste irréel de faire ça. C'est irréel. Tom. Moi, je dis les performances des Français. Les clubs français. Ouais, je trouve que nos 4 clubs ont brillé. Forcément, il y a eu le PSG. Mais nos 3 clubs, donc Lille, Brest et Monaco, ils ont chacun eu leur match. Donc, on a chacun eu une grosse victoire. Lille, si on parle ici, il y a eu 7 victoires face au Real Madrid et à l'Atlético. Que les quarts de finale sont pas loin. Oui, c'est vrai, parce qu'en plus, ils finissent dans les 8 premiers. Donc voilà. Brest, énorme surprise. Et Monaco a fait le job. On aurait espéré un peu plus.
Ouais, Mais il y a eu une contre belle le victoire Benfica. face au Barça et un peu de regret sur le match face au Benfica. Ouais. Et Baptiste, un top. Moi, je vais pas être original, je vais dire l'adversaire de Lamine Yamal, Désiré Doué, surtout en finale de Ligue des Champions, que j'ai trouvé impressionnant dans ses courses de balles exceptionnelles. Donc hâte de voir le match jeudi pour cette confrontation entre Lamine Yamal et Désiré Doué. Je vous redisais tout à l'heure les statistiques. Désiré Doué qui n'aura joué que 742 minutes. C'est pas beaucoup. Pour vous dire, Pacho en a le double. Oui. Voilà. Ouais, Donc il est costaud le Doué. Hein. Puis il a fait plusieurs rentrées impactantes. Hein. Ouais, c'est ça, Mais justement. en fait, c'est dans le Ça côté va. impactant. Voilà. Celle à Anfield, moi, c'est celle-là où je me dis, ça y est, il lance sa saison. Même City, j'ai trouvé qu'il était contre City, il était Voilà. costaud, Et moi, très je costaud. finirai avec mon mini top qui est le multiplex de la J8. Ah bah oui, j'y ai qui est quand pensé. même le plus Ah. gros multiplex qu'on ait jamais eu, qui nous a particulièrement excités, tous et toutes. C'était Voilà. excellent. Et cette heure d'émission arrive déjà à son terme et elle est passée très vite et ça a été Ouais. très prenant comme une soirée multiplex. Merci pour tous vos commentaires, critiques, anecdotes, les gars. Merci Tom, Guillaume et Baptiste donc, qui étaient avec Merci à toi. Merci à toi. Merci, Adrien. moi. Allez, on aurait pu en Merci parler à vous. bien plus longuement. On en reparlera peut-être plus tard, bien sûr, de cette victoire. On en parlera de toute façon pour les décennies à venir. Mais d'ici là, le Campus Sport Club va se taire, va vous laisser les musiques de l'année. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine. Et d'ici là, portez-vous bien. Bye bye tout le monde.